Merci d'être avec nous. Antoine Léaumont, qui est député LFI de l'Essonne, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Jean-Luc Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi co-rapporteur depuis plus d'1 an d'une mission d'information sur la lutte contre le narcotrafic, mission de l'Assemblée nationale. On est bien d'accord. Sur le trafic de stupéfiants, très exactement. Sur le trafic, précisément justement, sur le trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, hier, à votre place, était là le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est à Marseille aujourd'hui avec Didier Migaud, le garde des Sceaux. Création, alors ils vont annoncer un plan anti-narcotrafic, création d'un parquet anti-stupéfiant pour combattre le trafic comme l'on combat le terrorisme. Là, vous êtes favorable à cette création ? Le parquet en soi, pourquoi pas, parce que ça serait des pouvoirs d'enquête supérieurs. Le problème du parquet, c'est qu'il n'est pas indépendant du pouvoir exécutif. Et en l'occurrence, un des problèmes qui est posé dans la lutte contre la criminalité organisée, c'est la question de la corruption. Donc il faut que tout le monde puisse être contrôlé, y compris potentiellement l'exécutif. Vous pensez qu'il y a beaucoup de corruption ? J'en sais rien, mais je préfère que... Vous travaillez dessus ? Il y a de la corruption, ça c'est une certitude. La corruption, c'est un des principaux problèmes. Et d'ailleurs, Monsieur Retailleau, hier à votre antenne, a dit qu'il y avait quelqu'un, je crois de la DGSI, qui communiquait des informations aux trafiquants. Donc oui, il y a de la corruption, il y en a partout, et c'est normal, compte tenu du fait que les trafiquants sont capables d'aligner des sommes qui sont des sommes considérables. Par exemple, sur ce qui concerne les infrastructures portuaires, dans les auditions que j'ai effectuées jusqu'à présent, on nous dit que ça peut aller jusqu'à des sommes de 100 000 euros. C'est-à-dire les trafiquants sont prêts à donner des sommes de 100 000 euros pour pousser des gens à, en gros, fermer les yeux quand on débarque un conteneur. C'est-à-dire qu'un docker mais ça peut être partout, en fait. Moi, je veux jeter la, je pense au port, parce que là, c'est la cocaïne qui arrive dans les ports, et notamment au Havre. Dans les ports, dans les aéroports, dans les structures de l'État, et notamment, il y a justement, à l'intérieur de la structure de l'État, notamment chez les fonctionnaires de douane, de police, etc. Mais encore une fois, moi, je ne jette pas l'opprobre. Ce qu'il faut, c'est lutter contre ça, et lutter contre ça avec des moyens. Vous ne jetez pas l'opprobre, mais quand il y a comme ça des corrompus, on les sanctionne. Bien sûr, et vous comprenez bien aussi que l'intérêt d'avoir un parquet qui soit totalement indépendant, d'avoir une justice en tout cas qui soit indépendante, c'est ça, c'est qu'on peut aller enquêter chez tout le monde, peu importe, on fait pas le tri et on va enquêter chez la personne qui est au bas de l'échelle comme chez celle qui est tout en haut de l'échelle, parce que ces informations, c'est des informations qui sont communiquées aux trafiquants, qui peuvent par exemple leur permettre de savoir qu'il va y avoir ici un contrôle, ici un problème. Antoine Léaumont, je ne sais pas exactement ce que le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux vont annoncer, mais on en connaît les grandes lignes, répression de tous les acteurs criminels qui font de l'argent, nouveaux moyens d'enquête pour les forces de l'ordre et les magistrats, détenus mineurs, les détenus, les mineurs, il y aura des annonces autour des détenus et des mineurs, des contenus illicites en ligne aussi. Alors, Olivier Faure a dit « Toute la gauche doit s'engager dans ce combat contre le narcotrafic, contre les trafiquants, tous les acteurs criminels. » Vous êtes d'accord avec Olivier Faure ? Moi, je n'aime pas trop l'expression narcotrafic, parce que ça donnerait l'impression que le trafic de stupéfiants est le seul problème. En réalité, c'est une criminalité organisée dans laquelle il y a la question des stupéfiants, bien sûr, et la question des stupéfiants, c'est notamment un moyen de financement pour la criminalité organisée, mais il n'y a pas seulement ça, il y a le trafic d'êtres humains, il y a le trafic d'armes, et je pense, moi, et nous pensons avec la France Insoumise, que la question du trafic d'armes en particulier devrait être une des priorités qui soit une des priorités de l'exécutif, parce que on voit bien dans la montée des tensions et des violences qui s'exercent que généralement ceux qui sont attaqués, ceux qui sont tués, se font tuer par des armes à feu. Ces armes à feu sont des armes à feu détenues illégalement, et il y en a actuellement dans le pays, il y a entre 10 et 12 millions d'armes qui sont en circulation légalement ou illégalement. D'accord ? C'est un nombre considérable. 12 millions d'armes en circulation. Donc, il y a un enjeu à désarmer, et ça serait notre priorité, désarmer la criminalité organisée au sens littéral du terme, c'est-à-dire leur prendre les armes qu'ils détiennent. Je regardais ce que disait le président du Salvador, cet État d'Amérique centrale qui lutte dans la rue contre la criminalité organisée. La seule manière de réduire la criminalité, n'est-ce pas de retirer les criminels des rues ? Dis-le, vous êtes d'accord avec ça ? Faut retirer les criminels. Retirer les criminels des rues, évidemment. Il faut à un moment donné les attraper, les juger, et une fois qu'ils sont jugés, les condamner. Alors Bruno Retailleau, qui était là simplement, hier,
je voudrais aller jusqu'au bout, parce que ceux qui sont dans les rues sont évidemment une partie du problème, mais c'est la partie immergée de l'iceberg, parce que le vrai problème, c'est les grands trafiquants. Et le système du trafic de stupéfiants, comme de l'ensemble de la criminalité organisée, c'est un système capitaliste. Et c'est un système capitaliste où c'est la tête du réseau capitaliste qui, au final, qui devrait être la cible. Il faut les frapper au portefeuille, il faut récupérer les avoirs qu'ils ont et les mettre à disposition des moyens, par exemple, de police. Alors Bruno Retailleau, à votre place hier, disait sniffer de la coke ou fumer un joint, c'est une balle dans la tête d'un enfant de 5 ans. Ouais, mais ça, c'est une manière de voir. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Justement, c'est pas ça. Non, justement, il faut inverser la logique sur ce sujet-là. Parce que depuis des années, on criminalise les consommateurs de stupéfiants. Il faut prendre les choses complètement à l'envers, parce que ce qu'il faut faire, c'est justement de la prévention pour éviter que les gens tombent dans la drogue ou deviennent des gens. Vous croyez que faire de la prévention, ça va influer sur les mafias qui gèrent le narcotrafic? Monsieur Bourdin, le cannabis est illégal. Il est interdit de consommer du cannabis en France. 47,3% des Français ont déjà consommé du cannabis. Donc au bout d'un moment, il faut sortir de l'hypocrisie. Un Français sur deux que vous allez croiser dans le studio, il a probablement fumé du cannabis. Oui, mais il n'y a que 5 millions. Monsieur, est-ce qu'il y a 30 millions d'assassins en France? Non. D'accord? On va pas dire que chaque fumeur de cannabis est un assassin. Mais c'est pas ça. Donc, si c'est ça qui dit monsieur Retailleau. Ce qu'il faut faire, de cannabis, quand quelqu'un fume du cannabis ou sniffe de la cocaïne, il enrichit le trafic et ça conduit. Alors là, il enrichit le trafic. Pardon, et ça conduit à une balle tirée dans la tête d'un gamin de 5 ans. Donc là, on vient sur le fond du sujet. Ça enrichit le trafic. Comment fait-on pour que ça n'enrichisse pas le trafic? Précisément sur la question du cannabis, nous proposons sa légalisation. Et sa légalisation avec un monopole d'État. Parce que si on ne fait pas un monopole d'État, si on fait des systèmes qui sont des systèmes libéraux, comme ça a pu être mis en place par exemple au Canada, ceux qui s'enrichissent, ce sont des entreprises... Pas toujours avec succès. Pas toujours avec succès, mais précisément parce que dans certains endroits, ce qui est fait, c'est qu'on laisse le marché faire. Et le marché, il veut faire quoi? De l'argent. Donc si vous laissez ça aux mains du privé, ce qui va se produire, c'est que les entreprises vont avoir de l'intérêt à vendre du cannabis et pour faire de l'argent. L'État, lui, il a un intérêt à ce qu'on récupère l'argent de la légalisation du cannabis, mais que la consommation de cannabis diminue. Vous voyez que c'est ce qu'on a fait par exemple sur l'alcool et sur le tabac, et ça fonctionne assez bien puisqu'il y a une baisse en ce moment de la consommation de tabac et d'alcool, notamment, il faut le signaler, chez les plus jeunes. Et ça, quand les jeunes font des choses qui sont positives, il faut aussi le signaler. Est-ce que les consommateurs doivent être sanctionnés? Moi, je ne pense pas. À mon sens, par exemple, le système des amendes forfaitaires délictuelles qui a été mis en place depuis plusieurs années, qui consiste à mettre des amendes, en gros, aux consommateurs. 150 à 200 euros. Ce système est inefficace. Ce système ne fonctionne pas. D'ailleurs, si ça fonctionnait, il y aurait plus de problème, non? Donc, peut-être qu'on peut essayer de changer de logique. Moi, je vais aller jusqu'au bout de ça. Simplement pour finir sur ça. Très vite alors. Si vous arrêtez de criminaliser les consommateurs et que vous concentrez les moyens de police sur le haut du spectre, sur les trafiquants, là vous allez faire des choses utiles. Parce que utiliser des policiers à courir après des mecs avec des boulettes de shit dans la poche, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, leur faire courir après ceux qui détiennent les armes, ceux qui organisent les trafics, ça oui, ça permet de désorganiser le trafic. Les amendes forfaitaires délictuelles pour consommation de drogue seront inscrites systématiquement au casier judiciaire. Et ça, c'est ce que disait Bruno Retailleau hier matin. Et énorme problème, parce que vous savez que les amendes forfaitaires délictuelles, c'est un problème aussi dans la séparation des pouvoirs. Parce que qui met les amendes forfaitaires délictuelles? C'est la police. La police, c'est le pouvoir exécutif, et le pouvoir exécutif va donc pouvoir inscrire au casier judiciaire des éléments. Il n'y a pas de contradictoire, il n'y a pas la possibilité de recourir à un avocat. Tout ça est très problématique sur le point de vue du droit. Est-ce que votre collègue Andy Kerbrat, qui a acheté de la drogue dans la rue à un mineur, et pas de la petite drogue, député LFI, doit être... est-ce que son casier judiciaire doit être rempli, si je puis dire? Mais écoutez, d'abord, moi, je veux dire... Est-ce que ce délit doit être inscrit au casier judiciaire de ce monsieur? Je veux d'abord dire à Andy mon amitié, parce que il a déclaré, il a fait une déclaration dans laquelle il a dit qu'il était dépendant, et je ne jetterai jamais la pierre sur quelqu'un qui dit qu'il est dépendant d'une substance, quelle qu'elle soit. Je ne vais pas jeter la pierre sur les alcooliques, je ne vais pas jeter la pierre sur les fumeurs, et donc je ne lui jette pas la pierre. Doit être sanctionné ou pas? Ensuite, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il se met à disposition des interrogatoires de police et de la justice. Donc là, actuellement, c'est puni par la loi. Il se met à disposition de la justice. C'est la justice qui décidera. C'est pas à moi de dire ce que la justice nationale, d'ailleurs. Non, mais je trouve que Andy, dans la démarche, c'est un mauvais exemple. Justement, il donne le bon exemple sur la démarche qu'il a. Mais attendez, ensuite. Après, d'accord. Il donne le bon exemple. C'est pas mais est-ce qu'il a déjà donné? C'est pas un bon exemple d'acheter de la drogue, et ça, personne vous dira le contraire. Par contre, c'est un bon exemple de dire
j'ai un problème de dépendance, je souhaite me soigner et je me mets à disposition de ceux qui souhaitent me poser des questions sur le sujet. Moi, je trouve que justement, ça permettra peut-être de faire avancer la réflexion sur le sujet. Et j'ai constaté, simplement pour finir sur ça, j'ai constaté que c'était pas latéralisé gauche-droite sur le sujet. J'ai vu qu'il y avait des gens de droite, du centre, de la Macronie qui disaient que c'était une bonne chose la manière dont il avait communiqué sur le sujet. Antoine Léaumont, mercredi soir, au Parc des Princes, il y a eu ce tifo Free Palestine. Bon, ça a fait beaucoup de bruit. Encore une fois, Bruno Retailleau était hier matin et il disait, nous allons convoquer, ce qui est fait d'ailleurs, le président de la Fédération française de football et le directeur général du Paris Saint-Germain. Vous applaudissez? Oui. Mais pourquoi? Parce que il y a en ce moment une guerre génocidaire. Un message politique dans un stade, vous applaudissez. Je vais vous dire, Monsieur Bourdin, ça aurait été un drapeau de l'Ukraine avec Free Ukraine, personne n'aurait trouvé à se plaindre. Donc, au bout d'un moment, il y a beaucoup d'hypocrisie sur le sujet. 43 000 morts en Palestine. Oui. Mais plus de 2 000 au Liban. 1 million de personnes déplacées au Liban. Il y a un drapeau palestinien et un drapeau libanais. Est-ce que oui ou non, on est du côté des Libanais? Est-ce que oui ou non, on est du côté d'une Palestine, du Jourdain à la mer? Est-ce que oui ou non, on est du côté des Libanais qui se font agresser? Est-ce que oui ou non, on est du côté des Palestiniens qui se font agresser par Monsieur Netanyahou? Moi, ma réponse est oui. Ensuite, sur la carte, moi, j'ai pas vu le détail de cette carte. Mais le sujet est très simple. Le sujet est très simple. Moi, j'ai vu Free Palestine et en dessous, il y a écrit la guerre sur le terrain, la paix dans le monde. Moi, j'ai vu la carte. Mais Monsieur Bourdin, moi, je pense que ce qu'il doit y avoir à la fin, c'est la solution à 2 États définie dans le cadre des accords du droit international. Mais bien sûr que non. Ça serait une idiotie de dire ça. Mais bien sûr que non. J'entends souvent des gens qui disent ça sur les réseaux sociaux, qui nous disent, alors ça me fait marrer parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression, ils peuvent pas faire une phrase sans dire Hamas en roulant les airs comme si on était en Espagne. Tout ça me fait beaucoup rire parce qu'en réalité, nous sommes très clairs sur le sujet. Ce que nous voulons, c'est le respect du droit international. Et le problème qui est posé par l'action de Monsieur Netanyahou, c'est précisément qu'il est un criminel au regard du droit international. Donc moi, j'applaudis effectivement l'utilisation de ce tifo et je dis merci aux supporters parisiens d'avoir fait rayonner la France dans le camp de la paix. Bien. Vous avez vu les nouveaux incidents qui se sont produits à Amsterdam, lynchage de supporters du Maccabi Tel Aviv. Vous condamnez, j'imagine. Bien sûr, ces agressions. La violence, de toute façon, d'une manière générale, est inacceptable, quelle qu'en soit l'origine et les causes. Et puis, moi, je pense que les supporters, ils n'ont pas grand-chose à voir avec la politique de Monsieur Netanyahou. Pour faire quelque chose qui est utile, justement, dans le conflit israélo-palestinien, ce qu'ont fait les supporters de Paris en déployant un immense tifo appelant à la paix, je trouve que c'est une bien meilleure chose que d'aller casser la figure des supporters d'en face, où là, ça ne peut pas avoir de sens. Puisqu'on parle football, est-ce que vous pensez qu'Mbappé ne joue pas contre Israël pour des raisons politiques? J'en sais rien, faut lui poser la question à lui. Certains le disent. C'est possible. Faut lui poser la question à lui, j'en sais rien. Je peux pas m'exprimer à sa place. Bon, bras d'honneur à la France qui s'est passé en Israël hier à Eleona. Ce site, au sommet du Mont des Oliviers. Ce site qui est un site français, je le répète, depuis 1868. C'est un bras d'honneur fait à la France. C'est un scandale absolu. Donc pour que tout le monde comprenne bien, il y avait 2 gendarmes français qui ont été arrêtés par la police israélienne dans le domaine. C'est-à-dire, on est chez nous, d'une certaine manière, dans ce domaine-là. Et les policiers israéliens n'ont pas à faire leur loi dans un domaine qui appartient à la France. Ce sont les gendarmes français qui ont à faire leur loi. Donc moi, j'ai immédiatement dénoncé ça. Mon groupe parlementaire a dénoncé ça. Nous avons demandé la libération des 2 gendarmes. Heureusement, j'ai vu que le ministre des Affaires étrangères avait refusé d'entrer sur le domaine compte tenu de ce qui s'était passé. J'ai trouvé que c'était bien. Et vous voyez, je suis capable d'être critique, mais quand il y a des choses bien qui se passent, je suis aussi capable de le dire. Et par contre, j'ai été étonné du silence d'un certain nombre de personnes. Du silence de l'extrême droite, qui d'habitude sont les premiers à dire il faut tout le soutien possible aux forces de l'ordre. Alors là, il n'y a plus personne, ils ont disparu en race campagne. Quand c'est les forces de l'ordre françaises qui sont agressées par les forces de l'ordre israéliennes, il n'y a plus personne, on voit pas où ils sont. Et il y a Madame Yadan aussi qui a été bien silencieuse sur le sujet, qui était trop occupée à être avec Monsieur Retailleau pour dénoncer le tifo du Parisien, plutôt que de s'occuper des choses qui se passent dans sa circonscription et qui concernent l'honneur de la France. Dans le silence, il y a des femmes qui se battent en Iran. Oui. Vous avez vu l'image. Vous avez vu, c'est magnifique. Oui, il a fallu ce geste-là. Il a fallu qu'une jeune femme se déshabille en public pour attirer l'attention sur le sort des femmes iraniennes. Magnifique ce geste, Antoine Léaumont. Magnifique ce geste, et il rappelle ce qui s'est passé avec Mahsa Amini. Et c'est le régime iranien, de toute façon, est un régime théocratique qui exerce une violence spécifique sur les femmes. Mais comme à peu près tous les régimes théocratiques, nous, évidemment, nous avons jamais été d'accord avec ce régime-là.
j'espère, moi je soutiens la résistance du peuple iranien face à ce régime. Vous soutenez la résistance de ces femmes face à ce régime. Mais je crois que c'est pas que d'ailleurs, toutes les femmes voilées. Je sais plus qui a fait cette remarque, mais je la trouve intéressante. Toutes les femmes voilées ne sont pas radicalisées, mais toutes les femmes radicalisées portent le voile. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Il y a des femmes radicalisées qui portent pas le voile. Il y a des femmes radicalisées qui vont faire des manifestations devant les centres IVG. Elles ont pas le voile, elles sont catholiques et elles sont toutes aussi radicalisées. Oui. Donc Monsieur Bourdin, les radicaux religieux, ils ont chacun. Oui, j'ai bien compris. Ah bah j'ai bien compris qu'on peut parler que d'un type de radicalisation dans ce pays. Mais oui, mais le problème c'est. On ne peut pas parler. Attendez, Monsieur Bourdin, le problème. Laissez-moi finir, Antoine Léaumont. La preuve, vous en parlez. Donc on peut parler. Ah oui, tout à fait. Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'une manière générale, chez les religieux, il y a des radicaux partout. Et des gens qui vont vous encouragez un peu les radicaux islamistes, non? C'est l'inverse, monsieur Bourdin. Et particulièrement. C'est un danger à combattre, l'islamisme radical. Bien sûr que c'est un danger à combattre, et c'est un danger à combattre au même titre que l'extrême droite, puisqu'ils ont la même logique. La logique de l'extrême droite, comme celle des islamistes, c'est de diviser sur la base de la religion. C'est d'essayer de faire croire aux Français que tous les musulmans seraient des islamistes et seraient des dangers publics et des terroristes à la fin. C'est ça la logique des islamistes, comme la logique de l'extrême droite. Nous combattons les deux, parce qu'on ne peut pas être d'accord avec un système de pensée qui vise à diviser le peuple français entre certains qui auraient telle religion et tel autre qui aurait telle autre religion. Ça peut pas être entendable. Et puis par ailleurs, au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. 50% des gens dans notre pays, ils ont zéro religion. Ils en ont rien à faire de ces histoires-là, et ils aimeraient bien, à un moment donné, qu'on parle des sujets qui les concernent directement, comme le pouvoir d'achat, comme la question de la démocratie et comme la question du changement climatique qui se fait voir au grand jour désormais. Ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un de LFI parler du pouvoir d'achat. Je lis ce que dit Bernie Sanders, que vous souteniez aux États-Unis. Un homme de gauche. Vous savez quand ce la qu'il classe dit ouvrière, quand la gauche abandonne les travailleurs, il ne faut pas s'étonner que les travailleurs abandonnent la gauche. Après l'élection de Donald Trump, vous êtes d'accord avec lui? Totalement d'accord avec lui. Et vous voyez, avant-hier, j'ai été assez critiqué pour avoir dit que Kamala Harris avait fait du Hollande et que c'était pas étonnant qu'elle ait perdu. On m'a critiqué, on m'a dit c'est pas bien, je sais pas quoi. Non, c'est pas bien. Donc elle fait Hollande, c'est peut-être un peu vache. Elle fait plutôt du Macron. Mais si la seule gauche que vous avez à disposition c'est Macron, moi je vais pas aller voter. Moi, si jamais la gauche que j'ai à disposition... Vous n'auriez pas voté. Mais moi, vous auriez voté ou pas? Si la gauche qui est à disposition... Est-ce que vous auriez voté? Mais je voterai toujours pour le moins pire dans une situation, parce que moi, je vais voter. Mais justement, le problème qui est posé aux États-Unis, c'est ceux qui ne sont pas allés voter. Trump n'a pas progressé. Trump perd 2 millions de voix. Sauf que Kamala Harris, par rapport à Joe Biden, elle a perdu 14 millions de voix. Donc, le problème est bien ce qu'on dit. C'est l'abstention différentielle. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il faut s'intéresser et écouter le citoyen, s'intéresser au coût de la vie, s'intéresser à l'immigration. Qu'est-ce qu'on fait? De nombreux électeurs démocrates, pourquoi ont-ils voté Trump? Ils sont pas parce qu'ils ont peur de l'immigration. Parce que les fins de mois sont difficiles. Kamala Harris disait d'une manière un petit peu différente de Trump, d'une manière moins violente et moins brutale que Trump, mais elle disait à peu près la même chose. Elle disait qu'il fallait établir je me souviens plus comment mettre en place des dispositifs. En gros, elle disait qu'il fallait faire un mur. C'était pas tout à fait dit comme ça, mais elle faisait du Trump 2020. Mais c'est sur ce sujet. Non, mais c'est pas ça le sujet. Justement, il faut avoir Non, mais attendez, il faut avoir un débat de fond sur l'immigration. Est-ce que oui ou non, l'immigration va continuer? La réponse est oui, parce qu'il y a le changement climatique, il y a les guerres, et j'aimerais bien que ceux qui nous parlent d'immigration parlent de temps en temps des guerres, notamment des guerres que nous avons nous-mêmes déclenchées, parfois comme en Libye, par exemple, et qu'on parle aussi de la question de l'appauvrissement des pays. Parce qu'il y en a qui nous font la leçon, par exemple sur CNews, chaîne détenue par Monsieur Bolloré. Monsieur Bolloré qui en Afrique a exploité pendant des années les ports et un certain nombre de matières premières, qui est donc lui personnellement responsable du fait que l'économie de certains pays d'Afrique a été détruite. Et lui, ensuite, il fait une chaîne de télé pour se plaindre de l'immigration. Et les gens, ils voient pas que le problème qui est posé, c'est pas l'immigration, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme qui fait qu'on essaye d'appauvrir des pays d'Afrique pour s'enrichir, pour que certains s'enrichissent. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Ensuite, ceux qui partent, vous pensez qu'ils partent par plaisir ? Si nous, là, demain, on quittait la France, est-ce qu'on partirait par plaisir de notre pays? La réponse est non. Donc, une fois qu'on est parti, quand on est le pays des droits de l'homme et du citoyen, quand on est ça aux yeux du monde, la logique, c'est d'accueillir correctement les gens. Et ensuite, on essaye de faire en sorte qu'on puisse répartir les gens correctement. Vous voyez qu'en Ukraine...
quand l'Ukraine a été attaquée, on a accueilli correctement. J'allais vous en parler. On a accueilli correctement les Ukrainiens dans notre pays. J'allais vous en parler. Ça n'a pas posé trop de problèmes, je crois. Vous savez ce que disait De Gaulle? Un jour, les États-Unis quitteront le vieux continent. Peut-être qu'on en est là. Oui. Est-ce que l'Europe doit maintenant se regrouper? Est-ce qu'il faut faire naître une Europe stratégique, fidèle à tous ses principes? Si vous voulez, mais moi, par contre, l'Europe de la défense, je suis contre. Moi, ce qui compte pour moi, c'est la France. Oui. Donc, ce qui compte pour moi, c'est qu'est-ce que fait la France. Et la France a une stratégie. Là, vous êtes comme le Rassemblement National. Non, je suis pas comme le Rassemblement. Non, on a le discours, c'est exactement le même. On a une spécificité en France, c'est qu'on a la dissuasion nucléaire. Oui. Moi, je mets pas la dissuasion nucléaire dans les mains de 27 personnes. Mais c'est ce que dit Éric Zemmour. Hein. Non, c'est pas ce que dit Éric Zemmour. Non, Éric Zemmour, il parle comme Trump. Donc je suis désolé. Vous parlez comme Trump, non, je parle pas comme Trump. Je parle comme Jean-Luc Mélenchon qui propose depuis des années maintenant. Et Jean-Luc Mélenchon parle comme Trump. Le bruit à la fureur. Non, c'est pas pareil. Nous, on parle d'une France. La contestation de la légitimité électorale. Monsieur Bourdin. La détestation des médias. Vous voulez que je multiplie? Écoutez-moi. Une France, parce que là, on parlait des sujets militaires. Une France indépendante au service de la paix. Voilà ce que nous disons depuis des années. Que veut Monsieur Trump? Monsieur Trump, il dit pas qu'il veut quitter l'Europe. Il dit qu'il veut que l'Europe paye. Parce que Monsieur Trump, ce qu'il veut, c'est que chaque pays consacre 2% de son PIB à l'OTAN et à mettre de l'argent dans les dépenses militaires. Pourquoi? Parce que Monsieur Trump, il veut relancer l'industrie américaine et notamment l'industrie d'armement américaine. Et la France, elle, était une puissance industrielle, y compris... Donc il faut plus d'Europe ou pas? Non, il faut plus d'indépendance. Il faut être capable d'être indépendant. Donc il faut qu'on soit capable de relocaliser les productions chez nous. Non. Non, Monsieur Bourdin. C'est ce que vous dites. Non, c'est une Europe de la solidarité. Ça, oui. Une Europe qui tire vers le haut la question des salaires. Pas d'Europe militaire, pas de défense commune. À l'heure actuelle, l'Europe, c'est quoi? L'Europe, c'est la mise en concurrence des pays les uns entre les autres parce que c'est une logique, encore une fois, capitaliste qui est à l'intérieur de l'Europe. Et Madame Le Pen la critique pas, contrairement à ce que vous dites, cette Europe-là. Elle la critique plus, Madame Le Pen, l'Union européenne, sur ce point-là. Nous, ce que nous voulons, c'est l'harmonisation par le haut, fiscale et des salaires. Et surtout des salaires pour éviter la concurrence à l'intérieur de l'Europe. À propos de l'Ukraine, est-ce que l'Ukraine doit devenir neutre? Le premier problème à régler, c'est d'abord de sortir de ce conflit. Petit 1, sortir de ce conflit. Petit 2, un cessez-le-feu en Ukraine. Oui. Petit 2, il faut accepter un cessez-le-feu en Ukraine. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu et il faut qu'il y ait un processus. 20 à 25% du territoire ukrainien en russe. On laisse 20 à 25%. Non, il n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable. Les Russes ont franchi la frontière ukrainienne. Je vous ai dit que pour Monsieur Netanyahou, je critiquais sa violation du droit international. Je la critique aussi pour Monsieur Poutine. Il a violé les frontières de l'Ukraine. Monsieur Poutine est le coupable dans cette agression. Il doit retirer ses troupes. Il doit retirer ses troupes et il faut. Il ne le fera jamais. Oui, d'accord, mais en attendant, je crois que la France met des moyens pour aider les Ukrainiens dans ce combat, n'est-ce pas? D'accord. Vous en êtes satisfait? Il y en a qui vous en êtes satisfait? Bien sûr, nous avons dit depuis le début que nous étions d'accord avec ça. Par contre, ce avec quoi nous ne sommes pas d'accord, c'est pour être co-belligérants. Et ça, moi, je ne veux pas d'une guerre entre la France et la Russie, précisément parce que nous sommes des puissances nucléaires. Bien, merci Antoine Léaumont d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h58.